Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour vendredi 14h, votre magazine du cinéma sur icinema.com, juste avant notre film de la semaine. Au sommaire de vendredi 14h aujourd'hui, le métier de critique de cinéma. S'agit-il encore d'un métier à part entière? Tout le monde peut-il être critique avec un simple message de 140 signes sur les réseaux sociaux? Quand les fans font les films, eh bien, à quoi servent-ils encore les critiques? On posera ces questions à nos invités, des cadors de la critique du cinéma. Nous parlerons aussi d'un genre à part entière au cinéma, le film de sport. En cette fin d'année, une flopée de films retraçant des événements sportifs historiques sortent en salle. Mais d'abord, ce métier, pas toujours facile, regardez. S'il vous plaît, si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse. Je me présente. Je suis l'attaché de presse, Odile de Ray. Alors vous prenez un dossier, et si vous manquez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre au Martinez. Hein? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et ça mérite une deuxième vision, rappelez-moi, hein? Madame, je vous pisse à l'arrêt. De Ray, Odile de Ray. De toute façon, c'est moi qui vous rappelle. Et oui, il y a pire que critique de film, il y a attaché de presse d'un film pour nous en parler. Il passe à table avec nous aujourd'hui la journaliste Danielle Heyman. Bonsoir Danielle, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Danielle Heyman, critique de cinéma depuis 60 ans. On profitera donc de votre expérience. Vous avez été entre autres membre du jury du Festival de Cannes en 1987. L'une des voix du cinéma à France Inter après avoir travaillé, vous y êtes encore à France Inter, mais après avoir travaillé notamment à la Cinémathèque française, à l'Express ou au Monde, vous signez dans Marianne, désormais, prix Bernard Charder en 2014, décerné par l'Institut Lumière pour, je cite, votre contribution au métier de journaliste et de critique de cinéma, pour votre cinéphilie, votre style, votre curiosité et votre humour. Ça fait toujours plaisir à entendre. Tout cela vous va très bien, je confirme. Le journaliste critique de musique et de cinéma Serge Kaganski. Bonsoir Serge. Bonsoir Audrey. Merci d'être des nôtres. Grande plume des Inrecuptibles, connue pour ne jamais vous laisser dicter un point de vue par la vie générale. Critique et grand intervieweur de nombreuses stars mondiales de la musique et du cinéma. Merci d'être des nôtres. Simon Rio, bonsoir. Journaliste critique de cinéma. Vous travaillez notamment avec Canal+ pour Le Cercle et vous écrivez dans Écran Large. Absolument. Depuis 2010. Si mes informations sont bonnes. Et puis Alex Masson, bonsoir Alex, merci à vous. Critique de cinéma, représentant du syndicat français de la critique du cinéma. En 2011, vous avez été juré de la Caméra d'Or au Festival de Cannes. En compagnie de Daniel, même cru. Voilà, et vous êtes consultant à la programmation du Festival de Biarritz depuis 2012. Et puis, il y a avec nous Youno Adamsey, qui est aussi là. Bonjour. Salut Audrey, salut les invités, bonjour. Alors pour mettre un petit peu d'ambiance, je vais citer la phrase de Henry Jensen, qui était un cinéaste américain et qui disait « Un excellent critique est quelqu'un qui parle fort bien de ceux qu'il connaît mal ». Vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, on va poser la question à nos invités après avoir fait un point sur le métier de critique. Est-il encore un métier, ce métier de critique? Tout le monde peut-il s'improviser critique de cinéma au-delà du comptoir du café du coin, sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube? Et si le métier de critique disparaît vraiment, est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'il n'y a plus de cinéphilie dans le public? On fait un état des lieux avec Anne Le Boulch et on pose la question à nos invités. Tollé dans le sacro-saint monde de la critique ciné après la déclaration d'un de ses plus illustres représentants, Jean-Baptiste Toré. Difficile de définir la critique aujourd'hui tellement ce métier s'est diffracté un peu partout et n'importe où. Un constat alarmant qui corrobore la dernière étude du CNC. Dans la prescription des films, le bouche à oreille arrive en première position, en 2 la télévision, en 3 Internet et ses fameuses étoiles, en 4 les blogs et en fin de classement les critiques de cinéma. Car aujourd'hui le dépassé déplacé se font écho une critique installée et un public devenu acteur et contributeur. 25% des spectateurs ont déjà publié un avis sur le web. La critique spectatorielle est de plus en plus influente et visible, comme sur le site allociné.com, qui comptabilise en 2016 14 millions de visiteurs par mois. Autre succès, Rotten Tomatoes, parmi les 300 sites les plus visités aux États-Unis, avec ses tomates en guise d'étoiles, rouges quand le film est bon, vertes quand il est mauvais. Un classement qui a fait sortir Scorsese de ses gonds, mettant en garde contre ses jugements à l'emporte-pièce et pour qui l'idée d'une critique écrite par des gens passionnés et dotés d'une véritable connaissance de l'histoire du cinéma a disparu. Le métier de critique est en pleine mutation, mais est-il vraiment en péril? La critique de cinéma a-t-elle encore un rôle à jouer?
Question que je renvoie à nos invités. On va commencer avec vous, Daniel. Justement, je disais qu'on a profité de votre expérience. Est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de la cinéphilie en France, en tout cas, un moment où le métier de critique de cinéma était un métier de référence, le critique ou la critique était écouté? Oui, bien sûr, mais c'est en totale mutation et en permanente mutation. On ne peut pas dire ah oui, autrefois, oui, il y a eu des plumes légendaires et un renouvellement des critiques. Mais le métier de critique a profondément changé parce que la presse a profondément changé. Parce qu'en effet, le règne des étoiles, pour moi, c'est une espèce de catastrophe tellurique qui est arrivée. C'est-à-dire que dans des journaux respectables, tout à coup, on juge un film avec 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Bon, effectivement, l'écriture cinéphilique, l'écriture critique a de plus en plus de mal à se faire regarder, lire et, disons, considéré comme devant être le maître à voir. Bon. Il y a eu une mutation là-dedans qui était très claire, il y a un point de fracture qui était l'accès au film. C'est-à-dire qu'avant que les films soient aussi accessibles via le net, via les DVD, via plein d'autres choses, la critique c'était le seul lien entre le film et les personnes. À partir du moment où le film, les gens ont accès au film en même temps que les critiques, voire avant par le piratage, cette parole, elle peut être décrédibilisée, elle peut être remise en fonction. Il y a aussi ça qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une parole critique qui existe sur le net énormément, le métier de critique, lui, par contre, se complique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vox populi qui s'est autorisée simplement parce qu'on est passé à une époque de spectateur de cinéma à consommateur de cinéma, mais aussi parce que l'accès au film c'est totalement démultiplié. Et il faut aussi peut-être qu'on pense un petit peu notre définition du critique. Dans la petite vidéo que vous avez montrée qui était très bien faite, on nous disait donc le critique arrive en 5e position après les blogs et Internet et la télévision. Mais au nom de quoi il n'y aurait pas des critiques et de la critique à la télévision, sur les blogs et sur Internet? On va le voir justement tout à l'heure. C'est assez démocratique, si je puis me permettre. Oui. Non, mais de toute façon, ce type de critique, par exemple, les blogs au début étaient quand même un petit peu tâtonnants, un petit peu annonnants. C'était un petit alphabet qui commençait. Et maintenant, vraiment, il y a des blogs constitués, il y a de très bons blogs. Je veux dire, voilà. Effectivement, qu'est-ce que c'est? La critique, c'est être lu. C'est parler de cinéma et être lu. Oui, mais parler de cinéma comment? Parce que Serge Kaganski, je posais la question de la cinéphilie tout à l'heure, parce que dans l'interview de Thoré, justement, il y a cette dimension d'une disparition de la cinéphilie et du fait que même les critiques aujourd'hui donnent des notes et des étoiles sans vraiment parler de cinéma. Alors effectivement, je pense que la critique de cinéma, ça se borne pas à distribuer des étoiles ou des j'aime pas. Un bon critique de cinéma a une capacité d'analyse, un style littéraire, une pensée, une vision du cinéma, une connaissance aussi de l'histoire du cinéma, des courants esthétiques. Bon, voilà, tout ça fait un bon critique. Alors effectivement, la critique se redéploie, par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, des blogs, etc. La parole critique se démultiplie, j'ai envie de dire. Moi, quand je lis les critiques des spectateurs dans Allociné, les 3/4 me tombent des yeux. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas de la critique, au sens le plus noble du terme. C'est juste des avis balancés comme ça sur la toile. On met pas critique, on met avis. Oui. Voilà. Donc ça, tout le monde peut avoir un avis. C'est ce que disait d'ailleurs François Truffaut. En France, il y a 50 millions de critiques de cinéma. Donc voir un film, l'aimer, ne pas l'aimer, avoir un avis sur le film, ça, tout le monde, effectivement, en est capable. Après, argumenter, construire un point de vue argumenté, étayé, et puis aussi bien écrit et qui convainc des lecteurs, ça c'est une autre paire de manches. Alors, une fois cela dit, c'est vrai que sur Internet émergent aussi des critiques amateurs, qui font leurs armes sur le net, dans les blogs, dans des sites alternatifs, et qui sont aussi bons que les critiques officielles. Alors, mais excusez-moi, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que sur Internet, aujourd'hui, n'importe qui peut faire une critique, mais avant, les journalistes pouvaient dire n'importe quoi en toute impunité. Maintenant, tout le monde a la parole, c'est une bonne chose, non? Dire n'importe quoi en toute impunité, c'est arrivé. C'est la démocratie. On le sait tous les deux. C'est la liberté d'opinion et de goût. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça dépend effectivement de ce qu'on entend par critique.
La critique, si c'est une activité intellectuelle de passion autour du cinéma, je pense qu'elle est plus vivace que jamais, notamment par son déploiement sur les réseaux sociaux. En revanche, le métier de critique, rémunéré dans un journal, le critique qui écrit des critiques régulièrement et qui est payé pour ça, ça effectivement, c'est en crise. Alors, comme vous parlez effectivement des nouveaux modes, des nouveaux espaces en tout cas, sur lesquels on peut s'exprimer et faire de la critique avec plus ou moins de talent, on va regarder petit florilège ce qu'on trouve sur Internet, bah oui, parce que personne ne regarde la télé. Tous les jeunes sont sur Internet maintenant. Alors on regarde, si vous voulez bien, Youno, un petit... Tu peux me tutoyer, ma belle. Florilège de ce que nous avons trouvé sur Internet, parmi les blogs, sur les chaînes YouTube, etc., de critiques de cinéma estampillées comme telles, et ensuite vous nous donnerez votre avis. C'est un anti-blockbuster, c'est un film qui va prendre son temps, qui veut prendre son temps, qui veut pas rusher à aucun moment. C'est un film qui a envie d'imposer un propos assez complexe par instant, sur les sentiments entre les personnages, sur le relationnel, sur les enjeux qui se passent, sur les guerres en souterrain. Et en plus, c'est un anti-blockbuster encore même dans l'utilisation de sa violence, parce que des blockbusters à ce budget-là, avec autant de violence, on en voit rarement. En tout cas, des films calibrés pour ramener un gros public. Le film est ultra violent. C'est délirant et incroyablement réussi et d'une perfection visuelle incroyable. C'est un des rares films que j'ai vu récemment à s'attacher autant à développer son univers, à mettre autant de plans qui ne servent que à illustrer à quoi ressemble ton environnement, à quoi ressemble la ville, à quoi ressemble l'univers, et même des plans juste d'ambiance pour montrer juste dans quel état psychologique sont les personnages. Je vous dis, encore une fois, esthétique et ambiance dans Blade Runner, je suis vendu. Blam, blam. J'ai immédiatement reconnu la patte de Hans Zimmer. Certains vous diront qu'il se renouvelle pas trop cette année, mais honnêtement j'ai trouvé que cette musique elle était marquante, qu'elle fonctionnait dans l'ambiance, qu'on la repérait, on voyait qu'elle était là, qu'elle joue sur votre émotionnel et qu'elle vous plonge vraiment dans un état de mélancolie. Je sais pas, à certains moments j'ai eu l'impression vraiment que je voyais un petit peu les coutures et je voyais Villeneuve qui disait non, voilà mon Blade Runner, tiens, je te le mets dans la face. Quitte à ce que, paradoxalement, ça parasite un petit peu son propre processus créatif. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas compliqué, non? Je sais pas. Non, pas vraiment, dit Daniel Lehmann. Alors, il s'agissait de plusieurs critiques sur le même film, donc Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Là, on est dans une façon très, très directe et très simple. Voilà, c'est plus de la vie que de la critique. Ce qu'ils font, c'est du stand-up. C'est-à-dire qu'en exercice, on a tous de la presse écrite. Nous, c'est pas le même rapport sur la critique écrite et un mode de pensée que quelqu'un qui, quelque part, se met en scène avec plus ou moins de talent. Parce que Durandal, il est un peu à la critique ce que la musicomètre est au porno. Mais il y a des trucs intéressants dans cette critique, dans ces vlogs, pardon, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant. C'est que chacun est différent. Le Fossoyeur du film, qui est le dernier qu'on a vu, il y a parfois une vraie mise en scène, une vraie création, une vraie écriture. Ce que c'est intéressant, c'est ce que ça indique sur la manière aujourd'hui de faire de la critique différemment, pas uniquement que par l'écrit. Et peut-être qu'il faut trouver des formes différentes parce qu'il y a un média de l'image qui devient de plus en plus important. Simon Rio. Il y a quelque chose qu'on a des fois aussi un peu de mal à appréhender, c'est, et alors sans vouloir faire de grands stéréotypes, mais quelque chose qui a changé fondamentalement avec non seulement l'essor d'Internet, pour le dire un peu bêtement, et aussi les réseaux sociaux, c'est deux choses. Déjà, tout d'abord, le public, le lectorat n'a plus un rapport à la publication, que ce soit mensuel, hebdomadaire, mais ça change tout et ça peut donner l'impression que la critique s'atomise, alors qu'en réalité, juste elle se dissémine. Et enfin, les réseaux sociaux ont, moi je crois, induit quelque chose, c'est que nous avons de plus en plus du mal, ou en tout cas une partie du lectorat a du mal avec l'idée de verticalité et a besoin d'une illusion d'horizontalité. Et c'est ce qui se passe avec ces critiques ou aspirants critiques, ou on peut les appeler bien comme on veut, mais qui font quand même quelque part, l'ADN du métier est la même, c'est-à-dire qu'il y a une notion de je suis parmi vous, je parle au milieu de l'agora et je ne suis plus le spécialiste. Moi, ce que je constate avec Écran Large, où voilà, on a quand même un public qui est, on va dire, très jeune, très curieux, qui cherche à la fois de la pédagogie, mais qui refuse toute position du spécialiste et voilà, toute verticalité. C'est quelque chose qui nous oblige à être à la fois plus incarné, à oublier certains habitus, mais c'est assez curieux ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Non, mais ça s'inscrit dans une évolution générale, c'est-à-dire l'horizontalité qui remplace la verticalité. Bon, on le voit dans plein de domaines, y compris au niveau politique. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que voilà, on est dans la civilisation de l'image. Voilà, Gutenberg, la lecture, l'écrit
ne disparaît pas, mais en tout cas se réduit un peu. Effectivement, voilà, cette nouvelle critique vidéo, visuelle... La profondeur de champ qu'il peut y avoir, sans mauvais jeu de mots, avec une critique en presse écrite, que l'on peut retrouver, Daniel, aussi en radio quand vous faites une critique de film ou d'autres critiques de cinéma sur France Inter, par exemple. Est-ce qu'elle a encore sa place dans les médias audiovisuels ? Ça a changé. Lorsqu'il y avait effectivement les critiques, on les lisait non seulement pour ce qu'ils disaient, mais pour leur voix, pour leur voix écrite. Et on les lisait pour être d'accord ou pas d'accord. On les aimait pour s'opposer ou pour adhérer. Ça a totalement disparu. Ah non, je suis pas d'accord du tout, Daniel, excuse-moi. Aujourd'hui, quand tu regardes les blogueurs, en fait, ils se servent de la critique pour faire du divertissement. Mais certains ont une plume, certains ont un style. Complètement. Non, mais complètement. Ça, je l'ai dit au début, et je trouve qu'en tout cas, ça s'améliore. Ça devient de plus en plus fort et de plus en plus intéressant. Même s'il n'y a pas que du bon, on est d'accord. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que la critique écrite, et lorsqu'elle était unique et qu'il n'y avait que qu'elle qui disait la loi, en tous les cas pour ce qui est de la critique, il y avait un rapport, disons, tout à fait intime avec certains critiques. Enfin, mais ça n'a pas disparu. Peut-être la critique écrite a perdu son magistère ou sa domination. Mais il y a encore des pages critiques dans les quotidiens nationaux. Oui, mais il y a encore des revues comme les cahiers du cinéma. Pages critiques, alors les cahiers du cinéma, mais les revues de cinéma. Les cahiers du cinéma, on y trouve encore on en trouve encore de la critique au sens où on l'entend là. Mais dans les quotidiens, dans les newsmag, est-ce qu'il y a encore de la place pour cette façon très fine et très profonde de parler des films? Elle est régie aujourd'hui. La critique aujourd'hui dans la presse papier, elle est considérée par beaucoup de distributeurs comme un élément de marketing supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la critique, on offre de la visibilité à certains films en fonction d'une information qu'on veut bien nous donner, et qui parfois n'est pas donnée, parce que quand on fait un junket, de plus en plus, c'est sur des films qui n'ont pas été finis, donc qui n'ont pas été vus, ou avec des acteurs qui nous disent par contrat, je ne peux pas répondre à vos questions. Donc ce qu'on fait, c'est que la critique papier, en tout cas dans la presse écrite aujourd'hui, à quelques rares exceptions, c'est juste un élément de marketing, jusque dans les taglines qu'on voit aujourd'hui ou sur les affiches où on voit des taglines de critiques mélangées à des tweets. En français, ça veut dire quoi, tagline? Une tagline, c'est une accroche publicitaire. Voilà. Simon, mais il faut bien voir, moi je crois qu'en fait le magistère de la critique n'a pas disparu. On a tendance à croire, nous, que le magistère de la critique c'était le nôtre, parce que pendant longtemps le cinéma a été l'art populaire par excellence. Sauf que, et là on peut en revenir au texte de Toré qui attaque plus l'idée de la cinéphilie que l'idée de la critique, c'est qu'en fait le magistère de la critique aujourd'hui n'est plus dans la critique cinéma, il faut regarder la critique de jeux vidéo. Il y a énormément de gens qui suivent les signatures de jeux vidéo. Les critiques vidéo qu'on vient de voir, c'est un exercice qui vient de la critique de jeux vidéo. Et moi, quand je lis aujourd'hui les pages de vidéo de Télérama, mais également du Monde, il y a des critiques extrêmement fines, qui sont extrêmement suivies, des plumes qui sont parfaitement identifiées des lecteurs. Et en fait, le premier aujourd'hui bien culturel, produit culturel, alors c'est un terme un peu bâtard, mais on comprend très bien ce qu'il veut dire, c'est le jeu vidéo. Et c'est effectivement là qu'il y a toute une partie du public qui est désireux d'avoir des batailles picrocolines, des grands débats. Et on a du mal à le penser, nous, souvent, aussi les séries télé. Il y a aussi une critique de la série télé qui s'est développée depuis 5 ans, 10 ans. Cela dit, la critique de cinéma et les plumes existent encore. Enfin, je veux dire, dans Libération, Le Monde, il y a encore 3-4 pages. Alors, c'est peut-être moins qu'avant, mais il y a toujours. Parce que Alex Masson parlait tout à l'heure de marketing. Est-ce que les cinéastes vous redoutent? Est-ce que les producteurs, quand ils mettent autant d'argent qu'on peut le voir sur des films, pas forcément des blockbusters, mais il y a des films de taille moyenne qui quand même mobilisent des millions d'euros, est-ce que finalement on peut encore critiquer? Est-ce qu'on peut critiquer un film? Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que la critique n'est plus prescriptrice. À quelques exceptions. À quelques extraits. Et pourtant, certains cinéastes, producteurs ou distributeurs nous redoutent, se méfient de nous, ne nous montrent pas les films en avant, se plaignent quand il y a une critique négative. Enfin, ça existe encore. Donc le pouvoir symbolique, il est encore là. Mais effectivement, on est plus très prescripteur, mais ça on le sait. Audrey rappelait tout à l'heure que disons que j'exerçais ce noble et honorable métier depuis très très longtemps. Depuis un certain temps. 60 mois. Voilà, 60 mois, voilà, au carré. Et donc, lorsque j'ai débuté à l'Express, quand j'ai commencé très jeune à diriger les pages culture de l'Express, il y avait quand même 4 critiques de cinéma, dont Jacques Daniel-Valcroze, Claude Mauriac, Claude Veillot, qui était un excellent scénariste,
et Pierre Billard. Je veux dire, il y avait et mon rôle à moi était un rôle d'aiguillage terrible, parce qu'évidemment, chacun voulait le maximum de place, faire tel film, telle semaine. Et donc, la petite Danielle fait « Eh ben, la semaine dernière, vous avez fait ça, alors peut-être cette semaine, vous pourriez laisser monsieur Vachon faire ça. » Voilà. Et donc, il y avait une sorte de flambée critique. Ça existe toujours dans certaines rédactions. Non. Ah oui? Ah oui, je ne vois pas ce que tu veux dire, Serge. Non, mais Daniel, vous avez aussi, vous vous êtes fait virer aussi pour avoir écrit une critique un peu trop virulente selon vos employeurs. C'est mes tout débuts à François. J'ai débuté à François, où il y avait un critique extrêmement sympathique et vraiment un homme de grand goût et de grande bienveillance qui s'appelait Robert Chazal, qui était extrêmement estimé du métier. Et je débutais très très modestement à François, où je faisais les potins de la commère et les genres de photos des stars américaines qui arrivaient. Et puis Robert Chazal m'a remarqué, m'a dit, si tu veux, tu peux commencer à faire des petites notules critiques. C'était aux anges. Et donc, j'ai publié des petites notules critiques. Et puis, au bout de quelques mois, Robert Chazal m'appelle et me dit « Bah, ma pauvre chérie, ta carrière de critique à François est terminée. » Je dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh ben, t'as fait une critique d'un film, là, cette comédie avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, et t'as pas été tendre. Ben oui, non, mais c'est pas bon. Oui, d'accord, mais tu ne savais pas que Roger Pierre et Jean-Marc Thibault étaient des amis de la maison. Voilà. Donc à ce moment-là, ça marchait comme ça, mais depuis. Rien n'a changé, Daniel, je pense. Oh non, non, là tu exagères. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault sont toujours des amis de la maison. Oui, alors très bien, au cimetière. Mais non, ni à l'Express, ni au Monde, je n'ai jamais eu à faire ce genre, disons, d'humiliation. Bah si tu le dis. Mais c'est vrai qu'il y a un changement qui a vraiment été troublant, c'est à quel point les rédacteurs en chef ou les chefs culture au cinéma ont tellement eu peur de perdre des lecteurs que du coup ils sont mis à instaurer une forme de pensée où il faut séduire le maximum de gens. Donc aller dans le sens des gens, ce qui n'indique pas une pensée critique. Voilà, c'est juste une trouille de perte de lectorat et d'une place qui s'est réduite. Alors ça c'est vrai, mais ça n'influe pas sur le contenu des critiques, mais effectivement sur la place un peu. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai eu le cas des films, notamment La vie d'Adèle, où un journal m'a dit « Ah, il faut qu'on en parle parce que tout le monde a parlé, mais vu que c'est une histoire d'amour entre lesbiennes, faut en dire du mal. » Des noms. Ah non, on balance pas. Mais voilà. Il y a une chose quand même que je voudrais dire. Serge a effleuré le sujet qui est grave. De plus en plus de journalistes, disons, de grande valeur, sont obligés, pour avoir une tribune, de travailler gratuitement. Ça, c'est quand même une nouveauté. Et quand, effectivement, Serge disait peut-être que le métier de critique rémunéré est en train de mourir, je pense que c'est quand même une information assez désolante. Et encore une fois, ils font des papiers qui se tiennent, dans des journaux qui se tiennent, mais gratuitement parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. Merci à tous pour ce débat sur le rôle et le métier de critique. On poursuit avec notre deuxième débat, en quelque sorte, de l'émission consacrée aux films de sport. Parce qu'il s'agit de cinéma, de divertissement, de documentaire ou de docu-fiction en cette fin d'année. Sur les écrans en France sortent plusieurs films du genre, comme par exemple Battle of the Sexes, au pluriel, Borg McEnroe, qui revient sur la rencontre entre les deux hommes en finale de Wimbledon en 1980. Et puis il y a aussi le français Tout là-haut, avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Regardez. What we are seeing right now is unique. Tennis players are like rock stars. But this rivalry is forcing people to ask themselves, who am I? The gentleman or the rebel? Ladies and gentlemen, John McEnroe. You and Borg are as different as two people could possibly be. You keep going back to Borg. Is he backstage or something? Is he gonna like jump out of a cage? He's got all these superstitions, ritual. It's like a fucking religion. I'm just like anybody else. I'm not a machine. Fuck! They say he's an iceberg, but really he's a volcano, keeping it all in. Until boom. When we dare to want a little bit more, just a little bit of what you've got, that's what you can't stand. Ladies and gentlemen, I'm gonna put the show back in chauvinism. He can talk all he likes. Dinosaurs can't play tennis? 40 million people are watching. Any last word? I'm done talking. Let's play.
The battle you've all been waiting to see. The battle of the sexes. Imagine, le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, excuse-moi, je regardais la pente. Non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça traduit. Avec la vitesse. Tu choisis ta ligne. Et tu t'élances. Alors Alex Masson, je vais commencer avec vous. Est-ce que ce sont des vrais films qui revêtent un intérêt pour vous? Est-ce que c'est juste du divertissement? L'appellation film de sport qui ne veut pas dire grand-chose finalement. Parce que là, par exemple, dans les 3 cas, ça utilise un sport pour parler d'autre chose. Oui. Que ce soit Borg McEnroe, qui est un film sur la Coupe de Wimbledon, mais qui est surtout un truc sur l'esprit sportif, sur le dépassement de soi, que ce soit Battle of the Sexes, le titre est plus indicatif que ce qu'est le film, ou même Tout là-haut, qui est aussi une histoire de dépassement de soi. À chaque fois, c'est plus des films sur comment le sport transforme quelqu'un. C'est plutôt des gens qui sont en compétition avec eux-mêmes que des films sur le sport en soi. Les vrais films de sport, c'est les documentaires sur le sport. Ça, oui. Mais les fictions, généralement, elles utilisent le sport. Mais un documentaire comme When We Were Kings sur le combat Ali Foreman, c'est presque un film de cinéma. Oui, aussi, c'est un film de cinéma aussi. Non, mais il y a plus de différence entre documentaire et fiction, mais pour ce qui est du sport, l'esprit du sport en soi ou les sports en soi, c'est assez rare que dans les fictions, ils réussissent vraiment à être traités en tant que tels. Encore que dans Borg McEnroe, ce qui est incroyable, c'est le côté physique des deux comédiens. C'est-à-dire que la reconstitution du match par rapport au vrai match, c'est sidérant. C'est-à-dire qu'ils ont clairement rejoué le véritable match. Au-delà d'être tous les deux très très bons, l'acteur suédois, j'ai oublié son nom, est vachement bien, Shia LaBeouf est formidable, mais à chaque fois, ce sont des films plutôt sur le dépassement de soi, plutôt que sur un sport en soi. Daniel Eman? Oui, c'est un genre en soi, certes, mais c'est effectivement, l'humain est toujours au cœur des films de sport. Et le support, c'est le sport. Serge? Moi, je dirais 2 choses. D'abord, il y a certains sports plus cinégéniques que d'autres. Par exemple, la boxe. Voilà, il y a beaucoup de films sur la boxe. Voilà, toute une tradition de grands films de boxe sur la boxe, autour de la boxe. Alors que le football, qui est le sport le plus populaire, coup de tête, mais c'est presque l'exception. Il y a très peu de films réussis sur le football. Peut-être parce que le cinéma est meilleur quand il y a des personnages individuels, des héros. Voilà, ça c'était une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que le sport est parfois utilisé dans certains films pour des scènes fabuleuses, inoubliables. Alors, c'est pas forcément des films de sport. Là, puisqu'on a vu des extraits de films sur le tennis, je pense à L'Inconnu du Nord Express, Hitchcock, où il y a une extraordinaire séquence de suspense pendant un match de tennis. Alors, L'Inconnu du Nord Express n'est pas un film de sport en soi, mais en tout cas, le sport joue un rôle, un moteur dramatique et cinégénique incroyable. Simon Regnault. Eh bien, alors, je vais pas ajouter grand-chose sur le film de sport parce que vous avez quand même à peu près tout dit. Mais comme tu faisais remarquer, Alex, il est, ceci dit, assez rare qu'un film de sport s'intéresse au sport. Il l'utilise plutôt comme vecteur. Et ben, il y a un film français, autoproduit, qui a pas mal marché, notamment en Angleterre, et qui est quasiment inconnu chez nous parce qu'il n'a pas été distribué. Or, il est assez brillant et assez impressionnant. Il s'appelle The Open. Sur un match de tennis sans tennis. Exactement. Pendant la Troisième Guerre mondiale, une joueuse de tennis française qui s'apprêtait à jouer Roland-Garros décide de s'entraîner à un Roland-Garros qui ne viendra jamais, avec un jeune Écossais au fin fond des Highlands, sans raquette, sans balle, parce que c'est la guerre, on n'a plus rien. C'est un tout petit film qui est absolument sidérant et absolument incroyable. Donc vous pourrez le trouver si vous le cherchez. J'encourage tous les gens qui nous regardent à le faire parce que c'est un vrai film sur le sport et ce que ça signifie, c'est très très beau. Sans raquette et sans balle, ça fait penser à Antonioni. C'est du air tennis en fait. Alors justement, vous parliez de films de boxe. La rédaction d'icinéma.com a planché, a voté. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup plus de films sur la boxe que sur tout autre sport. Nous avons voté pour notre film préféré et c'est un film de boxe qui est sorti. C'est sans grande surprise Rocky 1. Un petit extrait, un petit shoot de Rocky 1 pour se le remettre en tête.
C'est le seul vrai Rocky en fait, c'est celui-là. Oh, les deux derniers, oui, il y en a eu d'autres. Creed, c'est très très bien aussi. Oui. Ouais, les deux derniers sont pas dégueux. D'accord. Si vous aviez un film de sport préféré? C'est le film de Ron Howard sur la lutte de deux pilotes de course qui est incroyable, pareil sur l'esprit sportif, mais qui filme vraiment bien l'adrénaline des scènes de voiture. Alors, vous ferez plaisir à certains membres de l'équipe d'Icinéma.com qui l'avaient cité également. Bon, Raging Bull était très haut également. On reste dans la boxe, Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Simon? Moi j'ai créé ma cartouche avec The Open, mais moi je dirais éventuellement Ali de Man ou alors Dodgeball sur la passe à disque, un film essentiel. Bon, sur Ali, on est d'accord. Et The Wrestler, si je puis me permettre, même si c'est pas de la boxe. Et The Wrestler, tout à fait, très très grand film avec Mickey Rourke. Je vais pas être original, Raging Bull, parce que les combats sont extraordinaires. Et puis parce que le film parle de tout l'arc de la vie d'un boxeur, c'est-à-dire à la fois le côté obsessionnel pendant la carrière, et puis surtout l'après-carrière, quand la gloire et quand la carrière est terminée, que se passe-t-il après? Voilà, et là c'est assez sombre, assez noir, conforme à la réalité. Merci à tous, merci Youno. Tout de suite le film de la semaine sur iCinema.com, c'est Paradise, le film iranien de Sina Ateyan Dena, film interdit, images volées, la vie voilée d'une jeune femme enseignante et à travers son ennui, son isolement, également la vacuité de ses jours. C'est le portrait d'un Iran figé dans des traditions religieuses faisant fi de la réalité que l'on découvre. Stéphane Charby vous en parle tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vendredi 14h sur iCinema.com. Merci. Si vous pensiez être au paradis, vous voilà déjà sur une fausse piste, mais sur un vrai sujet, teinté d'ironie. Cette même ironie avec laquelle Michael Haneke joue avec les titres de ses films comme des faux-semblants pour nous amener ailleurs. Souvenez-vous comment Funny Games ou Happy End étaient loin de la promesse évocatrice du titre. Paradise est la première œuvre d'un jeune metteur en scène iranien, Sina Ateyan Dena. C'est un Iran à deux visages que nous présente le metteur en scène de 33 ans, un pays divisé entre progressistes et conservateurs, ville et campagne. On y suit le destin très intime d'un personnage vulnérable au sein du monde islamique, une enseignante. Le réalisateur nous révèle les folles absurdités des conditions d'éducation et de vie en Iran. Chaque jour, cette jeune femme quitte sa famille pour se plonger dans un monde qui ne lui appartient pas. Un film d'enfermement à l'image de ce plan qui revient 2 fois, dans lequel la silhouette de l'héroïne est telle un poisson dans un aquarium, piégé et sans issue. On ne saurait être plus explicite sur l'asphyxie de la jeunesse iranienne. Tourné sur une période de 3 ans, sans autorisation ni subvention, Paradise est un nouveau pied de nez à la censure iranienne. Un film entre fiction et réalité, sa force est de montrer un peuple qui ose parler malgré des risques de répression. En cela, Sina Ateyan Dena se révèle être un héritier manifeste de l'école du cinéaste Jafar Panahi, illustre personnalité de la nouvelle vague iranienne, la plus connue à l'étranger et maintes fois récompensée, notamment à Venise, par le Lion d'Or pour Le Cercle. Comme son aîné, en pratiquant un cinéma politique mais jamais de façon frontale, Sina Dena devient avec son cinéma clandestin le symbole de quelqu'un qui refuse de se soumettre. Ce premier film, qui est un appel à réfléchir sur la reproduction de la violence et sur la responsabilité que nous avons face aux enfants qui représentent l'avenir d'un pays, est conçu comme la première partie d'une trilogie dont on espère la réalisation prochaine.